Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs. Et bienvenue dans cette uchronie. Pour ceux qui ignorent ce qu'est une uchronie, il s'agit d'une histoire fictive qui consiste à prendre un point de départ historique et à imaginer ce qui se serait passé si on changeait un élément de celui-ci, en essayant d'être le plus crédible possible. Cette vidéo est la première uchronie de la chaîne, donc si ça vous plaît, envisagez l'abonnement. Dans notre uchronie, nous allons nous plonger dans un monde où l'Empire Ottoman va tout faire pour rattraper son retard et accélérer le processus de réforme qui est eu dans la vie réelle. En effet, cet empire multiethnique n'a pas évolué depuis des siècles, le poussant vers une longue et douloureuse dégénérescence. C'est pendant le milieu du XIXe siècle que les sultans vont enfin voir la peinture sur le mur et qu'ils vont lancer une vague de réformes en urgence. Bien que cela soit fait timidement et avec un certain sultan pro-réforme et d'autres anti-réformes qui vont succéder. Ces fameuses réformes sont dites du Tanzimat et ont duré presque une moitié de siècle. Pas suffi à sauver l'empire, puisque l'Empire meurt après une longue descente aux enfers pendant la Première Guerre mondiale. Malgré les tentatives tardives de sauver l'Empire, notamment en 1907, par le coup d'état des jeunes Turcs. Cependant, on peut se poser la question, et si les réformes du Tanzimat avaient marché? Et si le pays consommait l'homme malade de l'Europe réussissait ses réformes, se soignait et cessait d'être victime de sa propre stagnation de plusieurs siècles? Et ceci, en passant d'un coup sec tous les changements nécessaires à cet empire pourrissant. Et bien sûr, bon visionnage. « 1830. Après la défaite sur les côtes algériennes, où à peine les troupes françaises débarquaient, les élites ottomanes de la région fuient à Naples. L'Empire ottoman est alors vaincu. Le sultan se retrouve contraint de céder ce qui deviendra la future Algérie française, et conclut des accords avec la France. Le sultan sait que s'il veut rester dans les courses des grandes nations de ce siècle, il devra se moderniser. Lui et son État, par tous les moyens. Cela commence par un rapprochement avec son ancien belligérant, qui deviendra le garant de sa modernisation. Dans cette réalité, il est encouragé à ne pas perdre une seule seconde dans l'immense travail qui se profile pour transformer la suppléante ottomane, qui semble s'affaisser sous le poids des années, en une véritable machine administrative comparable au Léviathan européen. Le sultan Mahmoud II, cette fois-ci conscient de l'urgence de la situation dans cette course contre la montre, relie une dernière fois, à la lueur de bougie, les titres des documents de réforme qu'il va présenter le lendemain au divan. Sur l'un d'entre eux, on peut lire en turc, mais aussi en français, loi fondamentale. Cette loi fondamentale n'est ni plus ni moins que la première constitution de l'Empire. Cette constitution, inspirée par celle du Royaume de France, ferait de facto passer l'Empire d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Mais en plus, cette constitution a d'autres réformes plus clivantes, telles que la suppression des anciens titres nobiliaires et création des vilayets, ou régions au fonctionnement similaire au département français. Égalité des droits envers la loi, entre tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Création d'une banque d'État ottomane et d'une nouvelle nationalité. Mahmoud le sait. À partir de demain, il ne sera plus que le chef de l'exécutif. Et le calife des musulmans. Et c'est bien peut-être la dernière réforme qui pourra passer grâce à ses pleins pouvoirs. Pourtant, il va devoir manœuvrer avec une extrême efficacité, car il le sait, des troubles arriveront. Surtout quand il pense à la crise du soulèvement des janissaires, qu'il a déjà connue. En effet, c'est ici le point de divergence. Dans notre réalité, Mahmoud II n'a fait que lister les changements que devrait faire l'Empire pour se remettre à niveau, en plus de supprimer l'ordre des janissaires et de remodeler l'armée. Chose qui lui avait valu d'être méprisé des oulémas. Le sultan va directement passer en force une bonne partie des réformes qui ont pris 50 ans à l'Empire pour être actées. Même moment où la première assemblée ottomane se forme à Constantinople, ce début de juin 1839. Dans son palais, le sultan reçoit l'ambassadeur français. Le caractère francophile des réformes était un secret pour personne. La France compte bien solidifier son influence. Le sultan, plus fragile que jamais après de telles réformes, ne peut qu'accepter l'offre qui se présente à lui, tant il l'attendait et la souhaitait. C'est alors la naissance de l'alliance entre le Royaume de France et l'Empire ottoman, cimentant définitivement la France dans la région. En effet, l'Empire ottoman, s'étendant de Tunis à Bagdad et contrôlant la majorité des Balkans, intéresse la France, puisqu'il constitue un point de commerce majeur entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Mahmoud est rassuré par cette alliance,
il est sûr que grâce au soutien de la France, il va pouvoir éviter l'implosion de l'Empire qu'il pressent. Si le peuple a accueilli les réformes sans problème et que les Dhimmi lui sont désormais éternellement fidèles, cela fait pourtant plusieurs mois que les oulémas l'accusent d'être un traître musulman, que les vilayets d'Hedjaz et d'Égypte et de Tunis lui sont ouvertement hostiles. Tout le monde n'a pas trouvé son compte dans les réformes. Et la moindre déstabilisation du pays pourrait avoir des conséquences dramatiques. Quand il se présente enfin devant le nouveau parlement, c'est un sultan amaigri et toussant qui prononce ce discours de vertu. Le 1er juillet, Mahmoud II meurt de la tuberculose. Et son fils Abdul Messid Ier qui devient sultan, toujours dans une réalité. Ce même sultan a reçu une éducation à l'européenne et parle couramment français. Ces simples faits de jeunesse et de francophilie lui ont valu la presque perte de Constantinople à son arrivée au pouvoir de la part de l'Égypte, qui pensait être en mesure de prendre son indépendance officielle. Sauf qu'ici, Abdulmessid arrive dans un pays encore plus à vif que dans notre réalité. La première conséquence des réformes et modernisations qu'on va accélérer ont été de mettre à dos tous les vieux nobles et gouverneurs aux tendances réactionnaires qui ont perdu la capacité de dicter leurs lois comme bon leur semblait. Et même si en contrepartie, le sultan obtient le soutien des jeunes nobles, voyant les réformes comme plus méritocratiques, ce sont malgré tout des régions entières qui sont ainsi mises à dos, notamment l'Égypte et les régions autour, dont la Mecque, qui était tellement autonome qu'aujourd'hui on appellera ça des pays indépendants. Or, on vient leur dire que maintenant, il faut payer des impôts et obéir à un parlement qu'ils méprisent. Et ça, c'est pour la réorganisation des régions. Quant à offrir les mêmes droits aux dhimmi, c'est les oulémas que le sultan se met à dos, perdant ainsi le soutien des campagnes très religieuses. Ainsi naît, comme d'ailleurs leur arrêté, une séparation entre les campagnes réactionnaires et les côtes réformistes. Chose qu'on peut encore voir à nos jours sur les cartes électorales. Autant vous dire que là, aussitôt la mort du sultan annoncée, c'est le signal de déclenchement de la guerre civile ottomane. Le déroulement exact de cette guerre, comme c'est le cas pour toutes les guerres, se déroulant dans un récit uchronique, est très difficile à prévoir dans les détails. Cependant, on peut déjà déduire beaucoup de choses de la situation initiale du conflit, et ainsi faire des conjonctures. Premièrement, on peut affirmer que toute la partie africaine de l'Empire ainsi que l'intérieur des terres d'Anatolie seront certainement des terrains acquis à la cause réactionnaire, coupant l'Empire en plusieurs morceaux pour les raisons religieuses et d'autonomie que l'on a déjà évoquées. Cependant, la partie irakienne, syrienne et palestinienne de l'Empire sera probablement loyale au sultan, en raison de la diversité religieuse entre chiites et sunnites locaux, qui rendrait la région plus favorable aux réformes plus tolérantes, notamment sur la citoyenneté. Ensuite, les deux parties plus loyales au sultan et aux réformes sont tout simplement les côtes méditerranéennes de l'Anatolie et la partie européenne de l'Empire. En effet, les côtes anatoliennes sont historiquement les plus favorables aux réformes et sont les parties les plus développées de l'Empire, et donc là où l'influence des oulémas est également la plus faible. Pour ce qui est des Balkans, c'est là que se trouve la majorité des dhimmi de l'Empire. Ces derniers auraient salué les réformes comme une amélioration drastique de leurs conditions et auraient développé très rapidement une sympathie pour l'image réformatrice que le sultan s'est construite en ce début de siècle, sans compter l'intérêt de protéger leurs droits fraîchement acquis. Malheureusement, l'issue de ces guerres a été très incertaine pour l'Empire, qu'ils ont fracturé de partout. Enfin, si ce n'était pour le soutien ouvert de la France, dans cette réalité. En effet, la France aurait beaucoup à perdre dans cette guerre civile, puisqu'elle remplacerait un allié fidèle par un pays ouvertement hostile à la France. Sans compter que cette guerre civile, si le gouvernement réfractaire sort victoire du conflit, aurait une grande dette envers la France si celle-ci intervient en sa faveur, ce qui offrirait un formidable moyen de pression sur l'Empire ottoman. Ainsi, dans cette réalité, la guerre civile ottomane verrait à coup sûr l'intervention d'une armée française moderne et entraînée dans le conflit, sans qu'aucun autre pays de la région n'intervienne en faveur des nobles rebelles, puisque les autres puissances européennes n'ont à ce moment-là soit aucun intérêt à intervenir dans la région, soit n'ont pas les moyens ni l'envie de se confronter à la France, condamnant le soulèvement réactionnaire à l'échec. Cependant, même si avec l'aide de la France, l'issue semble certaine, il est probable que cette guerre prenne plusieurs années, au moins 4 ans à mon avis, en raison de la taille et de la nature de l'Empire, étant en bonne partie constituée de montagnes et de déserts, où des forces insurrectionnelles pourraient facilement se cacher ou lutter malgré le déséquilibre des forces. Ainsi, l'année 1844 s'ouvrirait sur une victoire du sultan. Avec la reddition de la dernière poche de résistance terrée dans les montagnes tunisiennes,
via une deuxième lettre sur le bureau d'Abdul Messid. Après 4 ans de guerre, le jeune sultan de 20 ans en sort forgé, bien déterminé à continuer l'héritage de son père. Ça fait plusieurs semaines qu'il attend cette lettre du Parlement. Il s'empresse de l'ouvrir. Abdul Messid se réjouit. Il a le feu vert pour réformer en profondeur les nobles, la caste nobiliaire et les oulémas de l'Empire. Il va pouvoir faire en sorte qu'il ne soit plus jamais un frein au bon développement de son empire. Les réformes en question sont plus proches d'une purge de tous les éléments contestataires. Si une partie des nobles et intellectuels réactionnaires sont déjà morts dans la guerre civile ou ont fui, ceux qui se sont fait capturer ou qui n'ont pas pu partir se voient destitués de tout bien et privilèges, s'ils ne sont pas directement exécutés. Quant aux oulémas, le sultan n'a pas eu à attendre le feu vert du Parlement, puisqu'il est le calife des musulmans, l'autorité suprême des sunnites, qu'il ne s'est pas privé d'éliminer au fur et à mesure les oulémas qui se sont rebellés. Ces purges, les territoires rebelles qui n'étaient réformés en villagiers qu'officiellement, sont aussi mis au pas, et définitivement réintégrés dans l'Empire. Cependant, on n'est pas non plus sur une purge stalinienne, et ce processus prendra donc également plusieurs années, laissant des trous béants dans les académies et administrations. Dans cette réalité, il est probable que des postes soient remplis par des élites d'origine française loyaux au sultan, rendant encore plus francophile l'Empire qui ne l'est déjà, en appliquant comme seconde langue administrative le français, ce qui a déjà été fait dans notre réalité un peu plus tard. Les premières bonnes nouvelles tombent pour le peuple ottoman. Désormais, le pays est stabilisé, pour au moins un temps. Et la nouvelle banque centrale ottomane va pouvoir commencer des investissements de masse, puisque les caisses ottomanes sont saturées d'or accumulé pendant les siècles de stagnation. À la manière du Japon dans notre réalité, le jeune État ottoman va entrer dans une période d'investissement frénétique, qui va changer le visage de l'Empire. Un doux crachin se fit entendre aux oreilles de Hussein. Lorsqu'il sortit enfin du brouhaha régnant derrière lui, son précieux carnet à la main, c'est sous le ciel gris que notre jeune investisseur s'est mis à lire les cours de la bourse et les évolutions de prix qui l'intéressaient. Profitant du relatif silence, il soupira. Le prix du charbon n'avait toujours pas baissé en dessous de 2 livres ottomanes. Et la valorisation des compagnies minières majeures du pays était tellement rectiligne que cela semblait surnaturel. Hussein était le propriétaire d'une petite entreprise de chemin de fer dans l'est du pays. Il avait profité des investissements de la banque ottomane pendant la guerre de Crimée. Mais cet argent qui avait cessé de couler depuis quelques mois ne lui servait guère. Comme le reste de l'économie ottomane, il était pieds et poings liés par le charbon, beaucoup trop rare et cher pour qu'il ne puisse ouvrir de nouvelles lignes. Le coût d'entretien était trop élevé, au point qu'ironiquement, les seuls passagers qui pouvaient se payer le voyage en train jusqu'à la capitale n'étaient ni plus ni moins que le charbon lui-même, issu de quelques mines dans le Caucase qu'il desservait. Hussein rangea alors son carnet dans sa poche intérieure. Mais avant de partir, il se prit à lire une dernière fois dans sa tête ce projet. Un projet d'État. Ambitieux, jamais tenté jusqu'alors, que le sultan présentait comme un investissement sûr avec des retours gigantesques. C'est le regard fermé et le cœur mal à l'aise qu'il entra une dernière fois dans le brouhaha de la banque ottomane, se disant que, puisqu'il ne pouvait pas investir dans son entreprise, et que l'argent qu'il aurait perdu, il pouvait bien tout mettre dans ce fameux canal de Suez. Bien évidemment, le contexte économique de l'Empire ottoman, après 6 ans d'investissement, est moins morose que ce que peut percevoir Hussein. En réalité, cette politique d'investissement aurait mis l'Empire dans une position de forte croissance dans la norme des autres puissances européennes. L'autre fait notable est qu'ici, les conditions qui ont mené à la guerre de Crimée sont, dans notre scénario, toujours présentes. Elle aurait donc eu lieu comme dans la réalité. Cependant, son déroulement et ses conséquences auraient été bien différents. Cette fois-ci, l'avantage des Russes, en raison de l'absence du Royaume-Uni, n'a pas commencé de rapprochement diplomatique avec la France. Il n'aurait pas eu intérêt à soutenir l'Empire ottoman. De plus, l'armée ottomane sort tout juste de la guerre civile, et donc pas prête à faire face à la Russie. Si bien que les Ottomans vont perdre tout contrôle en Crimée. Pendant cette guerre avait permis à l'Empire de se moderniser considérablement, en adoptant des lignes télégraphiques et des chemins de fer militaires dans notre réalité. Et du fait que dans le scénario le contexte économique est bien plus libéral et que la volonté de base était d'investir massivement dans la croissance de l'État, cela aurait davantage connecté les différentes régions du pays, bien plus tôt que dans notre réalité. Quand au futur canal de Suez, il plongera l'Empire au centre d'une immense crise internationale qui changera durablement le cours de l'histoire. La raison de cette crise est très simple, les taxes, ou plutôt ici les frais de passage, qui constituent le principal intérêt pour l'Empire dans la réalisation d'un tel projet. Or, plusieurs pays, mais surtout le Royaume-Uni, ont construit leur empire colonial afin que leurs navires puissent se rapprovisionner dans les colonies du pays. Cependant, le canal de Suez bouleverserait la nature des lignes commerciales Europe-Asie, qui, au lieu de réaliser le long et inefficace contournement de l'Afrique, passerait par le canal
cela coûterait moins cher aux navires que de faire le détour, malgré les frais de passage. Un tel changement aurait à la fois de lourdes retombées économiques pour les colonies britanniques en Afrique, qui ne seraient plus des points de passage incontournables, et ferait sortir une quantité colossale d'argent de l'économie britannique pour que celle-ci se retrouve dans les mains ottomanes, et le canal rendrait les colonies britanniques en Inde et en Asie complètement dépendantes du bon vouloir ottoman, qui pourrait ne plus autoriser à traverser des navires anglais. Bref, si l'Angleterre a le plus à perdre à l'ouverture du canal, elle n'est pas la seule. À vrai dire, les deux seuls pays à profiter pleinement du canal sont ni plus ni moins que la Sublime Porte et la France, qui, comme dans la réalité d'ailleurs, auraient grandement participé au financement du projet. Si aucune guerre ne se déclenche directement à cause du canal, il sera néanmoins à l'origine d'alliances et de tensions diplomatiques qui suivront pour le reste du siècle. À la sortie de cette crise, l'Europe se retrouve divisée en 3 réseaux diplomatiques distincts et antagonistes du fait de ce lourd bouleversement commercial et économique qui a des retombées sur le monde entier. 1874. Âge d'histoire se tourne. L'Italie, carrefour stratégique de la Méditerranée, déchirée par les différentes guerres en Europe ces derniers siècles, s'est désormais unifiée. Même si aux yeux de la population ottomane, cela n'a que peu d'importance, hormis pour les quelques indépendantistes balkaniques, l'impact reste tout de même important pour l'économie ottomane. L'Italie, de par son histoire culturelle et religieuse, est fortement hostile à la présence de la Sublime Porte sur ses côtes. De plus, les événements pour les alliés de l'Empire ne sont pas favorables. La France, comme notre chronologie, a dû capituler face au Second Reich tout juste créé. Et l'Allemagne s'empresse donc d'imposer sa sphère d'influence dans toute l'Europe centrale, faisant bien comprendre à la Sublime Porte que ce nouvel État allemand ne serait en aucun cas sympathique à l'égard de l'Empire ottoman. Une alliance est d'ailleurs conclue avec l'Empire austro-hongrois, ce qui ne fait qu'augmenter les pressions diplomatiques. Le taux resserre encore plus, après que cette alliance germanique s'étende outre-mer, grâce à l'ajout du Mexique et du Brésil, qui, dirigés par des Habsbourg, tendent à isoler davantage l'Empire ottoman. Mais étonnamment, quelque chose de grand et de puissant est sur le point d'arriver au centre de l'Empire. Sélim le roi, huile et scie. Une de ces étranges entreprises souvent qualifiées d'idiotes à cause d'inventions jugées plus utiles à la société, vient de réaliser une percée majeure en plein désert syrien. Le mot est bien choisi, car ces deux hommes, après un voyage à Bakou, quelques années auparavant, ont découvert le potentiel de quelque chose d'unique. L'or noir. Ou pétrole. Une huile qui, bien que connue depuis plusieurs milliers d'années, intrigue désormais tout l'Occident, par ses capacités. Si l'emploi du pétrole par l'Empire ottoman a été très faible et tardif dans notre univers, dans celui-ci il devient le 5e utilisateur avéré de pétrole. La nouvelle est rapidement envoyée à Constantinople. Que ce soit le sultan, ravi d'une nouvelle aussi importante après cette période de stagnation économique, où toute l'aristocratie, la nouvelle bourgeoisie, les industriels et les technocrates, tous voient désormais un immense potentiel pour le pays, et pour ces terres désolées qui jusqu'à présent n'intéressaient que les marchands et les voyageurs. Car bien qu'un seul et unique puits ait été jusqu'alors ouvert, les estimations pour les prochaines années sur les sols de l'Empire ottoman, couvrant une large surface, représentent environ 2/3 des réserves pétrolières mondiales connues. L'homme malade de l'Europe serait-il en train de guérir ? Il en est hors de question, dit-on. J'exige un accord plus favorable, exclama de l'autre côté de la table. Le sultan Mourad V est agacé par ces réunions fatigantes, lui qui est en plus de supporter l'affreux froid de l'Europe du Nord. Il a été obligé de se rendre à Berlin pour une conférence sur l'avenir de l'Afrique. La conférence de Berlin, dans notre monde, a également été source de tensions et de rivalités. Mais ici, celles-ci sont exacerbées par l'importance croissante de l'Empire ottoman. Hormis son fidèle allié français, l'Empire est devenu l'ennemi public numéro 1, que ce soit pour les nations de la quintuple alliance, Brésil, Mexique, Allemagne ou Autriche-Hongrie, ou pour l'entente victorienne, composée de la Grande-Bretagne, de la Russie et des pays scandinaves. L'Angleterre est en fort désaccord depuis l'intervention ottomane lors de la dernière guerre anglo-afghane, qui a stoppé net l'expansion du Raj britannique. Car oui, depuis 15 ans, les Britanniques ne cessent de connaître des défaites dans leur projet de sécuriser les routes de l'Inde. La Sublime Porte a même réussi à libérer le sultanat d'Oman, autrefois sous les mains de l'influence anglo-saxonne, confirmant que plus l'influence tentaculaire ottomane sur l'intégralité de la péninsule. L'Empire ottoman a aussi renforcé ses positions en Perse et en Afghanistan. L'Angleterre en sort particulièrement mécontente. Cette situation est également très mal perçue par les Russes, qui en plus de perdre de l'influence, craignent désormais que les Ottomans soutiennent les ethnies du Caucase, dans le but de miner toujours plus l'influence de l'ours du Nord.
Après de nombreux accords, les pays parviennent difficilement à s'entendre sur les positions adoptées. Le nord de l'Afrique est dominé par l'Empire ottoman et la France, avec une frontière établie au niveau de la Tunisie, qui devient un condominium, scellant profondément l'alliance entre les deux pays. L'Afrique équatoriale est disputée entre la France et l'Angleterre. Et les autres colonies ne changent pas beaucoup par rapport à notre réalité, si ce n'est la côte somalienne et l'Érythrée, qui passent sous contrôle ottoman en raison de l'incapacité des autres puissances à s'imposer dans la région. Cependant, cet accord, comme dans notre univers, n'a absolument rien résolu. Les tensions sont encore plus vives, et de nombreux systèmes d'alliances militaires voient le jour, entre plusieurs nations. Certains le savent, la diplomatie mondiale pourrait bien un jour mener à un drame. Une crise comme il en existe tant arrive un beau matin du mois de décembre 1889. Alors que la dernière guerre d'unification arabe venait de se terminer, voyons la victoire de l'Elaïe du Djebel Shammar, qui a ensuite procédé à son intégration dans l'Empire ottoman. Ces 3 décennies de modernisation n'ont pas fait que des heureux, principalement dans les départements de l'ancienne Roumélie. Une énorme caste d'ouvriers s'est formée avec le temps, une caste qui voit progressivement d'un mauvais œil une domination étrangère et capitaliste sur les terres de leurs ancêtres. Malgré que le programme d'automanisation a énormément changé les mentalités, sans parler de la laïcisation de l'intégralité des institutions, étonnamment il s'agira d'une raison religieuse qui enflammera les Balkans. Dans une ambiance festive, une loi fut votée pour transformer la fête religieuse de Noël en une fête multiconfessionnelle, culturelle et marchande. Certains représentants ottomans ont su comprendre que cette fête pourrait servir de pivot économique et de renforcement culturel entre les deux continents que contrôlait la Sublime Porte. Mais pour les ouvriers, c'en est trop. Après que leur culture soit volée par des étrangers, des patrons, leurs mémoires sont désormais pillées. C'est ainsi qu'arrive aux portes de la capitale une bien funeste nouvelle. Une révolte paysanne? Non. Une révolte ouvrière, ou prolétarienne, qui désormais brûle une bonne partie du nord de la Grèce et de la Serbie. Les écrits d'un certain Allemand ayant fait son chemin jusqu'au Balkan, d'étranges rumeurs apparaissent sur la destruction des biens de grands propriétaires, et sur la volonté de créer une nation unie sans autorité qui ne viendrait pas oppresser les travailleurs. Le sultan ne comprend pas ce que ces rebelles souhaitent. Il ne s'inquiète pas de la tournure des événements, mais se dit qu'il faut traiter cette crise de manière pragmatique. Avril 1893. La révolte dans les Balkans n'est toujours pas finie. Pire, en Europe on parle plutôt de guerre. La guerre des Slaves rouges. Les différentes ethnies d'origine slave ont réussi à s'unir pour créer une fédération balkanique et à tenir leur position. Cependant, loin d'être isolé, l'Empire ottoman peut compter sur le soutien des peuples albanais et bosniaques, chez qui l'ottomanisation est devenue fanatique. Même si on peut supposer que cet impact est principalement dû à leur conversion à l'islam les siècles précédents. D'autre part, les intellectuels de droite ou modérés serbo-croates et bulgares se sont aussi réfugiés à Constantinople. Mehmed Salahuddin, dit Mehmed V, est devenu sultan depuis la mort de son père l'an passé, après un attentat survenu à Varna qui lui a ôté la vie. Un crime dit orchestré par l'OLB, l'organisation de libération bulgare. Très attristé par la mort de son père, Mehmed V décide d'envoyer l'armée regagner les places fortes coûte que coûte. Mais cette volonté de régler vite le conflit vient aussi d'une peur. Peur que l'image donnée par la guerre puisse briser la réputation ottomane et laisser envisager aux puissances des blocs allemands et britanniques de déclarer la guerre aux Ottomans. Et cela, Mehmed ne pourrait se le permettre. Il ne souhaite pas non plus y faire entrer la France, un pays qu'il affectionne particulièrement. Encore plus, depuis qu'une toute nouvelle invention fait fureur auprès des habitants de la capitale d'ici environ. La voiture. Une invention qui a pu se répandre très vite grâce à la richesse que représente l'Empire en termes de ressources, pour leur construction et leur utilisation. Celle-ci serait même utilisée par l'armée dans certaines agglomérations contre les insurgés. Une invention qui finit d'assembler une jolie évolution des moyens de transport dans la transition du bois à l'acier. Car oui, s'il y a une chose pour laquelle l'Empire s'est fait connaître depuis quelques années, c'est sa terrifiante marine. Terrifiante car dans l'espace de 20 ans, elle est devenue la deuxième flotte mondiale. Une flotte désormais blindée qui, par sa position, peut agir rapidement de la Méditerranée jusqu'au plus loin de l'océan Indien. Cela provoque de surcroît un mécontentement de la Royal Navy, qui se sait non sécurisée si un conflit devrait naître entre les deux nations, car celles-ci se retrouvent vite prises en tenaille en Inde. Bien heureusement pour Mehmed V, grâce à des actions réfléchies et de la supériorité technologique, la guerre dans les Balkans prend fin le 15 mars 1894. Le conflit ayant été contenu correctement, la lassitude de la guerre a eu raison des populations révoltées. Cependant, la guerre a coûté un compromis, la reconnaissance du Parti socialiste à l'Assemblée ottomane. Un choix
paraît nécessaire pour éviter une nouvelle crise qui pourrait entacher la structure ottomane. Un léger calme flotte désormais dans ce que certains s'amusent à appeler le véritable empire du milieu. Une période de faste, de richesse et de rayonnement culturel se reflète partout dans l'empire. L'Empire ottoman vit sa belle époque. Les grandes villes telles que Constantinople, Sarajevo, Damas ou encore Bagdad se modernisent et se sont énormément occidentalisées. Notre histoire commence à énormément dériver. Dans cette réalité, le mouvement sociétal européen qui a été très mal amené au Moyen-Orient au cours du XXe siècle, provoquant des retours au traditionnalisme dans les années 1980, est complètement différent ici. Il arrive bien plus tôt et s'intègre parfaitement aux différentes cultures du Moyen-Orient sous le spectre ottoman. Nous sommes donc face à une société très différente dans notre monde, société qui commence à découvrir les médias de masse, la politisation de la société, le recul dans la religion dans le quotidien et dans le domaine public, et aussi, le plus surprenant pour certains, un début d'émancipation de la femme. L'Empire ottoman, en se modernisant, a transformé l'intégralité de la société du Moyen-Orient, et celle-ci, au même titre que les pays occidentaux et les États-Unis, s'influencent mutuellement depuis le XIXe siècle. Il va de même dans cette réalité entre l'Europe et le Moyen-Orient. Par exemple, dans notre réalité, les personnes issues du Levant sont bien mieux vues en Occident. Il en est de même pour la confession musulmane, qui choque moins les mentalités. Dans ce monde, les sociétés européennes, hors la politique, sont bien moins xénophobes, car pour elles, le monde dit civilisé englobe désormais une grande partie de l'Orient. 6 juin 1903. Après de nombreuses années de prospérité, un léger incident éclate. En soi, rien de très sérieux. La chambre parlementaire persane vient de faire élire un nouveau Premier ministre, aux politiques pro-ottomanes. Comme promis dans sa campagne et après l'accord symbolique avec le Shah, la Perse met fin aux derniers droits pour les commerçants étrangers sur les côtes du Golfe Persique. Si dans le permis cela a permis de moderniser le pays en évitant de trop prendre parti entre les trois factions, maintenant, la Perse démontre définitivement son alliance avec l'Empire ottoman. Celui-ci est devenu le seul à pouvoir posséder des droits spéciaux dans la région. Et, à travers des traités de soutien mutuel en cas de guerre signés quelques jours plus tard. La tension monte en Europe, principalement chez les Anglais. Il s'agissait de leur unique porte sur les ressources pétrolifères de l'Orient. Face à un risque de déficit économique, l'Angleterre décide d'agir vite. Elle amène sa flotte dans le détroit et laisse comprendre qu'elle ne lâchera pas le blocus. Les populations persanes des villes portuaires ne sont pour autant pas effrayées et ont armé les devantures des ports avec de l'artillerie lourde. Au bout de quelques heures, des coups de canon commencent à retentir. Rien de plus que des tirs de sommation pour éloigner les Britanniques, jusqu'à ce qu'un tir endommage sérieusement un des navires. La flotte s'éloigne. Cri de victoire pour les Persans, qui croient avoir gagné ce duel. Mais ils se trompent gravement. La flotte anglaise, après l'avarie exposée sur un de ses bateaux, va demander des réparations à l'état de la Perse. C'est alors que, quelques jours plus tard, arrivent 4 fois plus de bateaux, une flotte remplie de cuirassés et de destroyers pré-Première Guerre mondiale. La situation s'aggrave. La Perse demande le soutien de la flotte ottomane du Golfe Persique, au cas où la situation dégénérerait. Mais le plus surprenant est l'arrivée du contingent allemand, dans d'étranges véhicules semi-immergés, dans le but de jouer les médiateurs diplomatiques à leur avantage. Les flottes se mobilisent, mais rien. Personne n'agit. 28 juin 1903. Personne ne sait ce qui est arrivé dans les détroits. Est-ce le tact inflexible britannique, l'ardeur initiatique des Ottomans, ou bien l'arrogance sans faille des Allemands? Personne ne sait. Mais au matin, les trois flottes ont commencé à s'attaquer mutuellement. Une bataille navale d'une intensité jamais connue apparemment. Des centaines de bateaux s'entrechoquent et se tirent dessus, rien n'en ressort de positif, à part une prédominance des Britanniques qui ont su profiter de leur nombre. Des télégraphes et des coups de téléphone sont passés dans les grandes capitales du monde. Qui a lancé le conflit? Quel est le rapport des flottes dans le Golfe? Combien de morts? Qu'importe. Désormais, ce sera la guerre. 29 juin 1928. La guerre est terminée. Nous sommes en plein cœur d'Ankara, rare grande ville de l'intérieur du pays à ne pas avoir été ravagée par plus de 6 années de conflit. Un silence anormal pèse entre les maisons blanches aux toits de tuiles de la vieille ville. Les rues autrefois remplies de touristes, où toutes les langues résonnaient dans une cacophonie qui faisait la richesse d'Ankara, se sont tues. Le soleil s'est couché depuis plusieurs heures déjà. Vedat,
se tenait là, la caméra tournant depuis plusieurs minutes, au haut du vieux fort, quand c'est arrivé. Depuis que le monde s'est relevé de la Grande Guerre, il n'a jamais cessé sa folle course aux armements. Certains pour conserver leur statut hégémonique, d'autres pour le piller, et les derniers simplement pour survivre. Mais cette nuit-là, quelque chose allait mettre un terme au spectre de la guerre. Vedat en était certain. Une fois que lui et une poignée de journalistes français ottomans pointaient en direction du Rub al-Khali, ce coin de vide dans le désert d'Arabie, montrerait au monde le fruit des efforts menés en secret pendant plus d'une décennie, le monde ne serait plus jamais le même. Enfin, ce qu'il attendait est arrivé. Les visages impatients des touristes, qui murmuraient encore ce que pouvait signifier l'annonce de la naissance d'une future étoile dans le ciel, ont laissé place au plus tonitruant des silences. Car cette nuit-là, l'espace d'un instant, le ciel s'est illuminé comme en plein midi, et légèrement, au-dessus des collines qui entourent la ville, une étoile aussi brillante que 25 lunes a régné sur le ciel dégagé d'Ankara. Et loin, très loin de là, le sable s'est échangé en vert. Merci d'avoir écouté cette uchronie jusqu'au bout. Ce projet de longue haleine compte beaucoup pour nous, alors nous prenons tous vos retours avec attention. Encore plus vu que ça a pris plus d'1 an à sortir, haha. D'ailleurs, si nous avons choisi de ne pas désigner de vainqueur à la Grande Guerre, c'est parce que la nature hasardeuse des conflits combinée au degré extrême de divergence atteint par notre scénario nous aurait obligés à choisir un favori. Et ça, on vous le laisse. Alors qui aurait gagné la Grande Guerre? Le monde anglo-saxon dans notre réalité, ouvrant la voie à un siècle américain? Ou bien la France, la sublime porte, aurait-elle réussi à résister aux assauts anglais, russes et germaniques? Ou enfin serait-ce le jeune empire allemand, perçu comme un outsider, qui désarçonnerait les grandes puissances de l'ancien ordre mondial et poserait les fondations d'une Weltreich? À vous de décider. Mais quelle que soit l'issue, il est sûr que cela aurait mené à un suicide de l'Europe qui aurait ici englouti encore davantage de nations, jusqu'au continent américain lui-même. Et aucune n'en sortirait indemne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve, j'espère, au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Salut!